Bonjour Mohamed, Bonjour. bienvenue sur InPower. Merci beaucoup. Écoute, toi tu es le gagnant de Top Chef 2021. T'es le premier gagnant de Top Chef qu'on reçoit sur ce canapé. Je suis ravi. Et donc on le fait dans le cadre de cette 15e édition de Top Chef. Et ce que j'aime bien en fait, c'est avoir en fait le retour d'expérience et ce qu'on voit pas à la caméra. Parce que même si évidemment la production vous interpelle, vous interroge pendant les épreuves, on n'a pas forcément le recul et les enseignements que vous avez pu tirer de votre expérience, surtout que toi du coup t'es un des seuls à avoir fait toute l'expérience. Ouais, bien sûr. Déjà, je vais te poser la question de base qui est de te présenter, et puis ensuite, on viendra un peu à cette aventure. Mais avant, voilà, j'ai envie de savoir comment, toi, tu te présenterais de la façon dont tu le souhaites. En tant que personne ou en tant que chef? Parce que les deux vont pas ensemble. Ouais, si, un petit peu. En tant que personne. Ouais, écoute, je dirais que je suis quelqu'un de sympathique, de jovial, qui aime la vie, qui aime les gens. Okay. On me décrit comme une personne ensoleillée, paraît-il, comme ma cuisine d'ailleurs. Je pense que J'aime bien, généreux, mais c'est en effet, ça lie très bien, je trouve, à la fois ton investissement dans la cuisine et à la fois dans ta vie personnelle. Quelle est la première fois où tu t'es dit la cuisine, ça me parle, je veux en faire quelque chose? Alors moi, sans faire le poète, en fait j'ai jamais réfléchi à ce que je voulais faire plus tard parce que c'était un peu inné. J'ai toujours aimé manger et je considère qu'il y a des gens qui sont peut-être plus chanceux que d'autres au niveau de la dégustation. Tu vois, quand je mange quelque chose jusqu'à présent, il y a la boîte crânienne qui réagit peut-être différemment que d'autres personnes. Et ça m'arrive depuis tout petit. J'ai envie de te dire, je crois à 8 ans, j'avais déjà commencé à parler de cuisine parce que je tournais autour des fourneaux, parce que c'était l'époque des grands reportages de Joël Robuchon tous les midis, les grands reportages avec Paul Bocuse, les tours de cou, etc. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Donc très tôt, en traînant dans les fourneaux avec ma grand-mère qui me disait, au lieu de regarder des dessins animés, viens m'aider, viens me préparer les plats un petit peu traditionnels. Moi, je suis d'origine algérienne, donc algérien. Et elle me faisait goûter, je me rappelle, elle me disait dis-moi ce qui manque, etc. Et bon, je faisais le mytho, tu vois, je connaissais pas grand-chose, donc je faisais un peu de citron, un peu de sel, un peu de poivre, je connaissais pas grand-chose, mais ça a commencé par ça. Quand est-ce que tu décides d'y consacrer ta carrière? Alors moi, j'ai toujours été quelqu'un de désintéressé à l'école. Je venais, comme disaient les profs, chauffer la chaise et faire rire les autres plutôt que de travailler. En même temps, j'avais compris que pour faire ce métier, c'est malheureux, mais à l'époque, t'avais pas besoin d'avoir un CV, comment tu dis, un dossier scolaire exceptionnel comme si tu voulais rentrer à Dauphine ou à Sorbonne, tu vois. Dans tous les cas, je savais que j'allais pouvoir aller dans un lycée hôtelier. Donc, je me suis un peu amusé et finalement, à la fin de ma troisième, j'ai dit, voilà, j'avais fait un stage. J'étais passé en commission éducative en 4e. Ils m'ont dit soit tu fais un stage professionnel pour voir un petit peu ce qui t'intéresse, soit tu t'en vas. Et j'avais trouvé un stage, je me rappelle, dans un resto à Vincennes qui s'appelait Petit Beaufinger, qui n'existe plus, mais qui était super. Donc là, pour le coup, j'avais été cravate, costume bien comme il faut, un super boulot. Ils avaient été très contents. Pourquoi t'as été en commission? Parce que jusqu'à présent, je suis un grand enfant et je suis très joueur. Et j'ai toujours aimé faire rire les autres. Tu sais, quand t'es à l'école, tu veux draguer les filles, faire rire les copains. Et puis vraiment, j'avais décroché assez tôt à l'école, donc quand tu comprends plus rien, t'as pas envie de suivre, donc tu t'occupes autrement, quoi. Tu fais les sarbacanes. Je me rappelle, j'avais fait un micro en papier. C'était une Coupe du Monde, j'avais été interviewer la prof au tableau. Et alors, qu'est-ce que vous avez pensé du match de foot avec un grand truc en papier, elle m'avait dégagé, tu vois. Des trucs un peu comme ça, rien de méchant. Ok. Mais répétition, malheureusement, je commençais à devenir un petit peu chiant, quoi. Et donc, j'étais très content de voir que j'avais trouvé un stage et que ça s'était très bien passé. Donc, ils m'ont laissé continuer jusqu'en 3e. Et ensuite, j'ai postulé pour le lycée Montalo à Sucy-en-Brie. À l'époque, ils m'avaient refusé le dossier parce qu'il était tellement pas beau qu'il y avait d'autres gens qui étaient passés devant moi. Et après, donc, il y a eu la mairie le maire à l'époque, M. Voguet, paix à son âme, qui avait dû faire des documents pour qu'ils me prennent dans le lycée. C'était sympa de la part du maire. Ouais. Parce que bon, il n'était pas obligé, quoi. J'ai vraiment une carrière professionnelle avec plusieurs maillons. Je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde, mais moi, ça l'est encore plus. Il y a vraiment plusieurs maillons qui fait que sans eux, peut-être que je ne serais pas en face de toi aujourd'hui. C'était comment le premier jour quand tu arrives dans ce lycée hôtelier? Alors, je suis arrivé 3 mois plus tard. Donc, j'avais refait une 3e. Okay. Je leur avais promis que je leur pourrirais la vie si ils ne me trouvaient pas d'orientation. Donc, je suis arrivé 3 mois plus tard, donc je n'avais pas l'impression d'être vraiment intégré dans le lycée. Je me demandais toujours est-ce que je suis un vrai élève du lycée, etc. Et au bout d'un moment, je me suis fait au truc et ça s'est plutôt bien passé. T'arrives au début, t'es avec ton costume et tout, à 13-14 ans, c'est un peu bizarre quand même. Ouais, il y a des codes particuliers qui t'apprennent aussi une certaine rigueur, j'imagine. Exactement, ouais. Tu vois, de l'extérieur, je me mets à ta place, un élève, on va dire, turbulent, qui est dissipé, qui aime faire rire. Comment tu as réussi à passer
à l'exigence et à l'autorité que respire le monde de la cuisine? Parce que j'ai toujours été quelqu'un de très strict, de très rigoureux et de très psychorigide. Mes potes, ils m'appelaient en rigolant Adrien Monk à l'époque. Adrien Monk? Ouais, tu Pourquoi? connais pas? Non. C'était une série sur TF1, un mec à moitié, je sais pas c'est quoi la maladie psychologique qu'il avait, mais en gros, disons, si la pomme, elle était pas parfaitement mise, c'était des tocs, ça le ouais. dérangeait, tu vois. Hmm. Et c'était un peu, jusqu'à présent, c'est un peu pareil. Donc mes chaussettes, elles étaient toujours là, mes pantalons comme ça, mes trucs comme ci, ça j'en veux pas, ça c'est comme ça, depuis toujours. T'es un peu obsessionnel. Ouais, dans tout. Toujours très carré, très, très propre, très rigoureux, toujours en avance, toujours pointilleux sur tout ça depuis tout petit. Et mine de rien, j'ai grandi dans un quartier et je faisais aussi partie des jeunes, on va dire, qui dirigeaient un peu la bande, entre guillemets. Ça n'a rien à voir, mais quand même, ça a aussi un peu un critère aussi de caractère. Et après, tu te dis, bon, bah, c'est ce métier que je veux faire, par contre, je suis passionné. C'est ça que j'ai envie de faire. Donc déjà, il n'y a personne qui va m'empêcher. Et puis si c'est vraiment ce métier que j'ai envie de faire, il faut que j'y aille à fond. Donc là, il n'y a plus de place pour la rigolade, on y va sérieusement, on y va à fond, et puis on se concentre, on écoute, et puis on donne tout ce qu'il faut. Quand est-ce que ta vie change, tu dirais? Quand est-ce que tu entres vraiment dans ce nouvel objectif une fois que tu l'identifies? J'imagine que ça doit vraiment changer même ton quotidien. Bah ça oui, je confirme. Surtout que moi je fais partie peut-être de la dernière génération qui a vécu les grandes époques de la cuisine française. Moi j'habitais à Fontenay-sous-Bois dans le 94 et j'ai commencé par un stage à Place de la Madeleine dans un 2 étoiles Michelin. Tu commences Juste tôt, avant hein? le 3 étoiles, Ouais, donc ouais. en termes d'exigence, c'est très très haut. Et donc tu arrives, on te dit c'est pas 7h32, c'est 7h30 en cuisine. Tu t'es rasé hier soir, c'est tous les matins qu'il faut se raser. Là, tu commences à comprendre que c'est pas des rigolos. Et puis en plus, ça tabasse après, quoi. C'est vraiment rigoureux. Il y a le chef, il y avait monsieur Saint-Dérins à l'époque, parce que le restaurant s'appelait le restaurant d'Alain Saint-Dérins, avec Jérôme Banquetel. Et ça va vite, quoi, ça déroule. Alors toi, t'as appris à faire une quiche, une fondue de poireaux et brider une volaille. Et t'arrives, on y va, on envoie les abbés, on envoie les langoustines croustillantes et le machin, et on te demande de se faire des trucs, tu te fais défoncer la gueule toute la journée par tout le monde, avec des grosses journées de travail quand même. Et là, j'ai compris que j'avais choisi un métier quand même qui demandait quand même de l'investissement, parce qu'en plus on finissait très tard. Là, on finissait vers minuit, minuit et demi. Il n'y avait plus de train parfois pour rentrer, donc j'avais mes parents qui venaient me chercher. Sans eux aussi, j'aurais pas continué ce métier, je pense. D'où l'importance d'avoir les parents aussi derrière les adolescents pour l'éducation et pour les faire avancer dans leur projet. Et là, tu comprends, tu dis waouh. En fait, je suis dans le vrai là. C'est fini l'école. Les baffes qu'on se mettait avec les dorades, le poivre en plus que tu mettais dans la casserole de ton pote, etc. Là, t'es dans le vrai, quoi. Qu'est-ce qui te fait tenir? Qu'est-ce qui te fait dire que tu as quand même envie de persévérer alors que c'est un environnement de travail extrêmement difficile? Je dirais qu'il y a 3 choses. La première, c'est la passion. Parce que vraiment passionné par ce métier, ce monde, avec pour le coup 2 étoiles, tu as des produits exceptionnels. Alors tu les vois pas, mais t'entends qu'il y a des clients prestigieux en salle. Tu as un chef qui fait partie quand même de l'histoire et du patrimoine français. Et puis tu as d'autres gens qui y arrivent. Donc tu te dis pourquoi eux y arrivent, pourquoi moi j'y arriverai pas. Alors oui, tu sais que tu viens peut-être pas du même milieu. Pour le coup, j'étais le seul coloré en cuisine, tu vois. À l'époque, c'était un peu compliqué. Je savais qu'il fallait que j'en fasse 2 fois plus. Et après, tu as le troisième truc, c'est ce que certains ou certaines ont appelé l'emprise. Ça veut dire que tu es pris dans un truc où tu as le sentiment de pas pouvoir abandonner, en fait. Parce T'as que même pas le temps de te poser la question. t'as pas le quoi. temps de te poser la question, t'as pas envie de décevoir ton chef, tu te dis que si t'arrêtes, c'est fini pour toi. Donc il y a une espèce de truc qui, malgré la douleur, tu te dis, mais vas-y, c'est un peu sadomaso, hein, le métier de cuisinier. Hein. Bah vas-y, je continue, quoi. Même si ça fait mal, je continue, je m'en fous, je vais y arriver. Et comme on dit, après, il y a un déclic, il faut réussir à aller jusqu'à ce déclic. Quand est-ce que tu l'as eu, toi, ce déclic? Alors, c'était pas là-bas, c'était après au Royal Monceau. J'avais rencontré d'ailleurs Maurice Sacco là-bas. On l'embrasse, Maurice Sacco est passé sur InPower, je mettrai le lien dans la barre de description. Voilà. Et donc, au début, je commence dans les palaces, tu commences soit au room service, soit au bar, soit au room service, soit au bar, soit au petit-déj, pour voir un peu ta détermination. En gros, tu rentres pas d'abord au gastro comme ça, quoi. Donc, j'arrive, je suis au bar, on fait des petits canapés et tout. Je me fais vite chier, tu vois. Le chef, il me défonce toute la journée. Ah, si t'en as rien à foutre, tu vas aller ailleurs, etc. Et je dis, j'en ai pas rien à foutre, c'est juste que je suis pas venu pour faire ça. Bon. Après, je me donne à fond, il voit que je sais bosser. Il y a le chef du gastro qui veut me voir. Il me dit, tu vas monter avec nous là-haut. Une étoile Michelin, restaurant à la cuisine. C'était costaud à l'époque. Je lui dis, non, je vais pas là-bas, ici. Pourquoi tu voulais pas y aller? C'était réputé que pour avoir une équipe un peu difficile et pour. En fait, il voulait l'obtention de l'étoile. Elle n'y était pas encore. Donc, tu sais, c'est quand même quelque chose de très rigoureux. Et il m'a dit, si,
Ça se voit que tu en as dans le sac, faut que tu viennes avec nous. Et je venais juste de sortir d'apprentissage, quoi. Je connaissais pas grand-chose. Au début, j'en chiais, quoi. Mais comme pas possible et tout. Moi, je pleurais et tout. Et j'avais un sous-chef Sébastien Prenot, qui me disait, écoute, tu vas en baver avec moi, mais je vais tout faire pour que tu y ailles au bout. On va faire les trucs ensemble, je vais t'aider, je vais te pousser. Il m'a beaucoup aidé. C'était difficile, hein. J'ai pas lâché et grâce à lui, j'ai eu ce déclic de comprendre. Tu sais, le matin, des fois, j'arrivais, je commençais par ce qu'on appelle les éléments de déco dans le plat. Donc, t'as pas besoin de les cuire, tu vois. Et je finissais par mes cuissons. Il me disait, mais mec, il n'y a pas de logique dans ton truc. T'arrives, tu lances tes cuissons. Pendant que ça cuit, eh ben, tu peux faire tes éléments de déco. L'idéal, c'est de faire au moins 3 trucs en même temps. Regarde, je te montre, bam, 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 ça, tu fais comme ça. Moi, j'arrivais, je faisais mes petites pousses et tout. Il était 11h, j'avais rien cuit, tu vois. Et ça s'apprend au fur et à mesure. Pareil pour les services. Comment tu fais pour comprendre, ok, ça part une sole, un Saint-Pierre, à suivre un quasi d'agneau, un veau, un truc. Les 2 premiers tickets, tu les retiens, mais après, t'oublies, quoi. Donc après, ils t'apprennent aussi des mémos techniques. Et en fait, quand tu commences à prendre confiance dans ton taf, tu prends confiance en toi et c'est là que tu commences à un peu éclore. Et c'est là où ça devient intéressant. Top Chef arrive combien de temps après ça, après ce déclic? Moi, j'étais là-bas en 2013. Ça fait quoi? Ça fait 8 ans. 8 ans après. Ouais. Quelle est la raison pour laquelle tu postules? Alors, moi, ils étaient déjà venus me chercher quelques années avant. J'étais chef du Sofitel. C'était mon premier poste de chef, j'avais 23 ans. Ah oui, Ouais. très jeune. Ouais, très très jeune. Quand j'en parle, je me suis encore surpris parce que c'était quand même un 5 étoiles avec 2 restaurants et pour le groupe Accor, c'était pas n'importe quoi. Et donc ils étaient venus me chercher, j'avais fait les castings et j'étais tombé face à... C'était l'année où il y avait Franck Pelux, Guillaume Sanchez et d'autres encore, donc une année quand même assez costaud. J'étais pas prêt, je pense, donc ils m'ont pas retenu, mais ils avaient aimé mon profil. Donc après, moi, je fais mon bout de chemin, je vais au drugstore avec Eric Fraichon, etc. Et puis après, il me rappelle. Donc je dis, ok, j'y vais. Alors cette fois-ci, j'y vais avec une nonchalance. Je me suis dit, écoute, en fait, quand tu fais le casting du Top Chef, t'as l'impression que y a que toi qui existe. Forcément, tu vas être pris, sauf qu'on est plein, tu vois, il y en a plein de talentueux. Une fois que tu comprends qu'il n'y a pas que toi, bon, bah, vaut mieux y aller avec une nonchalance et faire le truc bien. Et puis si ça marche pas, tant pis, tu vois. Et alors, ils me disent, on a un problème parce que on t'adore. Mais ce que t'as fait, donc j'avais fini en fait mon plan en 15 minutes, alors qu'on avait 45 minutes. Et après, je faisais un peu le kéké, quoi. Et ils m'ont dit, on t'adore, mais t'as pas donné ce que tu devrais donner dans l'assiette. Donc il faut que tu reviennes. Donc je suis revenu et là, j'ai eu la goutte jusqu'à la 45e minute et j'ai sorti un super plat. Et donc là, ils m'ont dit, voilà ce qu'on a envie de voir. Et donc de là, après, ils m'ont pris. Mais Top Chef, quand t'es sollicité, je pense que 81% des cuisiniers répondent positivement parce que c'est quand même... surtout maintenant, ça a quand même un impact important. C'est une crédibilité, c'est une validation par les plus grands chefs. Et puis, tu as ce côté quand même télé qui est un accélérateur de carrière impressionnant. Donc, logiquement, voilà. Après, il faut y aller avec un bagage parce que moi, c'est ce que j'ai dit. Si je sors dans les premiers, je crois que j'arrête la cuisine. Pourquoi? Ah bah quand même, quand t'as 12-15 ans d'expérience et que t'as travaillé avec les plus grands, tu rentres dans Top Chef et tu te foires au début. Alors, ça veut rien dire parce qu'il y a plein de gens talentueux qui sont forts au début. Dans tous les cas, si t'es pris, c'est que tu fais partie des meilleurs. Mais je pense qu'en termes de déception, faut avoir un sacré caractère et une sacrée force d'esprit pour se relever. Hein. Parce que, waouh, t'es face en fait à tous les jeunes de ta génération, etc. Et moi, je pense que j'aurais pas supporté, tu vois. Comment t'as vécu pendant toute cette saison la compétition et donc la comparaison par rapport aux autres chefs? Alors, bah moi, ça a commencé très fort parce que au début, donc tu sais, c'est très con, mais j'aime pas parler de ça, mais ça fait quand même partie de ma vie, de ma carrière. Je m'appelle Mohamed Cheikh, je suis d'origine algérienne et j'ai un teint un petit peu plus allé que certaines personnes. Mais je suis français à 100%. Et ça, parfois, il y en a qui l'oublient. Qu'on le veuille ou non, ça existe encore. Donc, tu arrives pour commencer, tu regardes tout le monde, tu te dis putain, je suis le seul qui est resté un peu au soleil, quoi. Donc, par expérience, tu sais que naturellement, il y a un petit peu moins de considération que les autres. Qu'on le veuille ou non, on peut me dire ce qu'on veut, je le vis, on peut demander à d'autres gens. Ouais. Hein. Voilà, c'est le cas. Donc, déjà, tu dis bon, il va falloir que j'en vois un peu quand même. Et moi, j'ai toujours eu ce sentiment un peu d'être en dessous des autres parce que ma carrière a fait que, malgré les réussites que j'ai eues, je me suis dit, bon, ils sont chauds et tout, les mecs et tout, ça va être compliqué. Wow, on va faire ce qu'il faut et puis on va voir si les chefs ils vont me prendre, quoi. Je fais mon truc et tout et je commence avec, je me rappelle, j'avais eu 4 rouges au démarrage. Je prends une baffe, quoi. Je dis, pourquoi je prends 4 rouges et tout alors que mon truc est bien fait. Tu sais, tu regardes les assiettes, tu compares un peu. Tu te dis, normalement, mon assiette, elle aurait dû passer, quoi. Bon. Là, tu comprends certaines choses et puis j'ai jamais eu moi de vraie adversité, si tu veux. Moi, je l'ai eu envers moi-même. Je suis venu j'avais besoin en fait de voir si j'existe vraiment en tant que cuisinier envers moi, voir ce que je vaux,
voir si je suis vraiment fait pour ce métier, voir si toute l'expérience que j'ai vaut quelque chose, et me challenger, parce que c'était le premier concours culinaire que je fais. On m'a toujours dit que j'avais du talent, et vu que j'ai été chef assez tôt, finalement, j'avais plus de chef derrière moi pour un peu juger ce que je faisais, à part Eric Fréchon, évidemment, quand on était au drugstore, mais il y a besoin aussi d'avoir ce rapport chef, voir ce qu'il pensait des plats. Donc ouais, vraie expérience, challenge personnel avant tout. Est-ce que tu as douté de toi à un moment donné, pendant cette saison? Ouais, du début à la fin. Ah ouais. Ah ouais, bien sûr. Bien sûr. Je pense qu'un candidat qui dit qu'il doute pas de lui, dans Top Chef, c'est un menteur. Quel que soit son talent ou ce qu'il a sur sa veste. Ça, c'est une certitude. Qu'est-ce qui t'aide à dépasser le doute, à pas le laisser gagner? Tu te concentres sur l'épreuve, tu essaies de faire abstraction du reste, quoi. Tu te dis, voilà, j'ai 2 heures pour sortir mon plat. En vrai, tu sais, au début, tu regardes un peu les autres et tout ce qu'ils font. Voilà. Ah, il fait ça, bon, peut-être que je vais pas partir sur ça. Mais en vrai, fais ton truc parce que t'es jugé pour ce que t'es et pour ce que tu vas sortir. Il faut pas avoir de regrets. Quitte à partir sur un plat à toi, au moins tu sais ce que tu vaux. Quelle est l'épreuve qui t'a le plus marqué? Ah, il y en a quelques-unes. Hein. Top Chef, c'est marquant. Il y a eu plusieurs épreuves, je peux t'en citer quelques-unes, mais je dirais qu'il y en a une qui est assez forte, c'est... on est en demi-finale et Sarah nous met... donc c'est l'épreuve imposée par les candidats. Sarah nous met 4 ou 5 cloches sur la table. On les soulève une par une. Donc il y avait de la moelle, du pollen, des agrumes, de l'oursin. Donc sur le papier, on se dit ok. Et après, elle nous dit qu'il faut faire un dessert avec ça. Et là, je me suis dit merde, elle a tapé Dessert dans le à la mille, quoi. moelle. Voilà, elle a tapé dans le mille parce que c'est exactement ce que je ne sais pas faire. Et donc là, je dis à Hélène Darroze, franchement, là c'est chaud. Là, c'est chaud parce qu'en plus, dans Top Chef, ce qu'il faut savoir, et c'est pas du mytho, t'as aucune note avec toi. Mais rien. T'as le droit à aucun carnet, que dalle. C'est toi et ta mémoire, quoi. Donc déjà, un dessert, même si tu me demandes de faire une crème pâtissière, je la connais pas par cœur, la recette. Donc en plus, tu me demandes de faire un dessert avec de la moelle et de l'oursin. Et donc, elle me dit, écoute, tu te démerdes, tu réfléchis, tu analyses les produits et tu essayes de les adapter version sucrée. J'ai été à la One Again et j'ai gagné l'épreuve. Donc je me suis dit, en vrai, parfois aussi il faut savoir sortir un peu de ses habitudes, de ce qu'on maîtrise. Et c'est ce qui permet de développer aussi un peu sa créativité. C'est vrai. J'irai pas jusque-là, tu vois, mais... Tu servirais pas là un petit dessert Non, à la non. moelle? Mais je me suis dit, tu vois, l'oursin, moi qui aime la cuisine méditerranéenne et les poissons, je me suis dit, tiens, l'oursin, pas mal. Pas mal dans un dessert. Alors, dans un gastro plus que dans un restaurant un peu où brasserie ou quoi, mais vraiment, les gens viennent découvrir une petite glace ou un crémeux ou autre, parce que c'est salin en fait. Donc, à partir du moment où tu prends la caractéristique du produit, tu l'utilises version sucrée, ça fonctionne. Qu'est-ce que toi, t'avais défini comme épreuve quand tu pouvais Moi, choisir? j'avais fait quoi comme épreuve? J'avais fait une épreuve qui m'avait marqué dans ma carrière professionnelle. J'avais proposé de faire un macaroni farci en 2 étages et 2 sauces. Enfin, Et, je visualise même pas le truc. donc en gros, si tu veux, c'est des grands macaronis. Les pâtes, les Ouais, macaronis? des grosses Ok. pâtes, un peu plus épaisses que ceux qu'on mange à la maison. Et ils appellent ça des zita, je crois. Et en fait, tu les cuis. Et en fait, au lieu de les rafraîchir, tu les colles entre elles directement. Tu les farcis, mais il y a des petites astuces pour les farcir. Ensuite, tu en mets d'autres en quinconce pour en faire comme un millefeuille, entre guillemets. Après, tu le détailles et ça te fait une petite bande comme ça. Et après, il fallait faire 2 sauces. Et en fait, j'avais le souvenir de quand j'étais à la cuisine au Royal Monceau, tout le monde galérait avec ce truc-là. J'avais une camarade qui était dans la merde à chaque fois, je me rappelle, elle pleurait, elle me dit fais-le-moi, s'il te plaît, j'y arrive pas et tout. Donc je l'aidais et je me suis dit putain, ça, si tu l'as jamais fait, t'es mort. D'ailleurs, le chef Etchebest, il m'a dit franchement bravo, parce que l'épreuve que t'as pondue, c'est une vraie épreuve de cuisinier. Parfois, elle est proposée aux meilleurs ouvriers de France. Ah ouais. Voilà. Donc j'ai kiffé. J'ai failli me faire avoir à mon propre jeu. Hein. Ah ouais? Ouais. En fait, je voulais pas leur montrer ma technique pour coller les pâtes, donc j'ai attendu le plus tard possible. Sauf que j'ai attendu un peu trop et j'étais un peu juste dans le timing. Ah ouais. Ouais. Parce que pas cuit là, t'étais dead. Non, ça a été cuit, c'est juste que j'avais pas eu le temps de faire mon montage. Ah tu vois, je ouais. commençais à m'énerver. Ma farce, en fait, j'avais mis de la truffe et il y avait des petits morceaux de truffe qui bloquaient, donc j'appuyais, boum, la poche elle explosait. Hélène Darroze derrière qui en rajoutait, ouais, je te l'avais dit, tu mets du temps. Machin. Ouais, bah je sais, je suis dans le huche là, donc rajoutez pas une dose quoi. Ouais, Et voilà, et Sarah, la pauvre, du coup, qui avait jamais fait ça, elle voulait abandonner, je me rappelle. Et au final, c'est elle qui a gagné aussi. Alors là, elle nous a fait un truc du futur. Elle a mis des cannelloni. Non, elle a mis des macaronis dans des cannelloni. énorme. Elle a fait un bordel, elle a fait un ovni. Et au final, avec les goûts qu'elle a mis dedans, avec son style et tout, c'est elle qui avait gagné. On avait été agréablement surpris avec Mathias aussi. Bah, c'est marrant parce que du coup, vous avez mutuellement gagné l'épreuve de l'autre, quoi. Exactement. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans Top Chef? Je pense que le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est de mettre de moi dans l'assiette, hein, tout simplement. Hein. Comment tu fais pour mettre de toi dans l'assiette? Alors, tu sais, j'ai regardé un reportage hier. C'était sur Envoyé spécial sur le guide Michelin. Mmh. Et il y a un mec qui est consultant pour aider des chefs à obtenir des étoiles.
Et il disait, en fait, pour avoir des plats qui sont forts et qui ont de l'identité, il faut que tu retraces dans ton passé, dans tes voyages, dans ce que tu as en relation avec tes parents, ton enfance, etc., et que tu le mettes dans l'assiette. Et c'est ça, en fait. Mettre de soi, c'est ce que tu as en toi, de ton caractère, de tes souvenirs, de tes préférences culinaires, etc. Et tu le transmets dans l'assiette. C'est les meilleures émotions, je pense, qu'on peut donner aux gens. Donc, quand tu regardes, généralement, quand il y a un chef qui est un peu acquis, il va te parler soit de sa région, soit de ses parents, soit de ses grands-parents, soit d'un chef avec qui il a travaillé longtemps, soit d'un pays qui l'a marqué. C'est vrai qu'Hélène Darroze parle beaucoup des Landes. Puis après, il y en a qui font autre chose, mais c'est ce que je dis. J'imagine, je m'appelle Mohamed Cheikh et je fais une cuisine japonaise, quoi. Big up à Maury. Non, mais pas du tout, j'ai pas pensé du tout à ça, mais je veux dire japonais à 100%. Lui, il Oui, c'est une fusionne quand même. fusion, c'est une fusion. Et sa cuisine, elle est quand même 80% d'origine africaine, on va Oui, dire. c'est vrai, c'est vrai. Une petite touche japonaise, on va dire. Mais imaginons que tu fais de la cuisine vraiment nippone, quoi, genre des sushis, etc., quoi. Ça Oui, peut en se fait, faire, en fait, ce serait la technique sans l'émotion, quoi. Ce serait comme, oui, reproduire un très beau tableau, mais en fait, je pense qu'on arrive à faire la différence entre la personne qui a mis son âme et juste un très très bon exécutant. Et d'ailleurs, souvent dans Top Chef, c'est pas les meilleurs techniciens qui gagnent. C'est vraiment aussi ceux qui arrivent à toucher les chefs par leur cuisine, quoi. C'est vrai que t'es un des rares gagnants à pas avoir ouvert ton restaurant. Pourquoi ? Alors, il y a un projet en cours, déjà. Ah, trop bien. Ouais, il y a un projet en cours. En fait, pour remettre dans le contexte, c'est ce que j'explique, c'est que moi, quand j'ai participé au concours, on était en confinement. Parce qu'on a tendance à très vite oublier les choses, et tant mieux. Mais le Covid, c'est qu'il y a 3 ans. Hein. On était enfermés comme des animaux à la maison. Donc, quand je suis sorti de Top Chef, en décembre 2020, la diffusion a commencé en février 2021, en fait, on était en confinement. Alors, j'en ai bénéficié, tout comme l'année d'avant. Et en fait, tu savais pas si on pouvait ouvrir ou pas. Donc, quel est l'intérêt de voir un restaurant si tu sais pas si tu peux l'ouvrir ? Ouais, c'est vrai. Donc, je me suis dit, bon, ils vont quand même faire comme l'année d'avant, laisser l'été et refermer l'hiver. Donc, venez, on fait un resto éphémère sur cet été. On va cartonner, et puis après, on verra. Donc, c'est ce qu'on fait. La production de Top Chef m'avait dit, les gens vont t'adorer. Nous, on t'adore et tu nous as fait vivre toutes les émotions. C'est obligé que les téléspectateurs te kiffent. Tu vas arrêter d'en rajouter et tout. Et ça a été un truc de dingo. Le resto, ça a été un carton plein. On a fait 45 000 couverts en 4 mois. Enfin, c'était un délire. Et donc, on a fermé parce qu'on était en extérieur à Paris et parce qu'on avait peur de ça. Et en fait, j'étais tellement sursollicité que j'ai pas eu le temps de rembrayer sur un resto. Et en fait, j'ai constaté que l'été, il y avait une baisse un peu d'activité, entre guillemets, par rapport à ce que je faisais. Donc, je me suis dit, bah tiens, viens, on renquille sur un autre projet éphémère. Et en même temps, je teste des concepts. Comme ça me permettra de savoir ce qui marche et ce que j'ai envie de faire. Donc, l'année d'après, on a fait des dîners sur la Seine. Et l'année dernière, on était dans le sud, dans le golfe de Saint-Tropez, qui est un resto de plage. D'accord. Voilà. Et cette année, donc normalement, il y a un resto fixe qui va ouvrir. Et après, tout au long de l'année, en fait, je faisais tellement de choses. J'étais tellement sursollicité. Et il y a une deuxième chose aussi, c'est que je me suis dit, il y a cet effet de mode où les gens, ils sortent de Top Chef, ils ouvrent direct leur resto. Donc, on va dire que tu as une puissance de frappe pendant 1 an super fort, et aller une deuxième année, et après, on t'oublie un peu. Mais si je profite de ces 2-3 années, moi, pour bombarder, développer mon réseau, accroître ma communication, si j'ouvre mon resto après, déjà, j'aurai plus de réseau, je connaîtrai plus de monde, je serai passé un peu plus partout. Et mon resto, ce sera le nouveau par rapport à ceux d'avant. Donc, c'était un peu ça ma stratégie. Je comprends. J'espère qu'elle est bonne. Non, mais parce que je me suis demandé, en fait, si c'était une fin en soi d'avoir un restaurant pour un cuisinier, tu vois. Exactement, bah non, on n'est pas obligé. Il y a tellement de possibilités sans être dans un lieu fixe. Ouais, au c'est quotidien. très engageant d'avoir en fait un lieu fixe. Ça te laisse moins de possibilités Bien sûr. de voyage. Je sais que Maury, quand il est venu, ça a été très dur de trouver un créneau parce qu'en fait, il est en cuisine de genre 7h à midi. Après, de midi à 17h, il fait toute son autre vie de communicant et voilà. Et puis, il revient vers 18h30, 19h jusqu'à minuit, quoi. Ouais. Bah, qu'est-ce qui a fait que tu as quand même fait le choix d'ouvrir un restaurant ? Parce que déjà, j'en ai envie. Okay. Parce que je suis cuisinier, parce que je m'exprime pas souvent sur ça parce que j'ai rien à prouver à qui que ce soit. Mais je suis cuisinier, bien sûr que je suis passionné, bien sûr que j'aime mon métier, bien sûr que j'ai envie d'être en cuisine moi aussi. Mais il y a un équilibre à avoir. Tu te dis, mais voilà, tu sais que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps. Tu sais, j'ai fait énormément de choses en 3 ans. J'ai été sursollicité jusqu'à aller voyager avec le président de la République. Tu vois. Et en fait, si j'avais été dans un restaurant, moi je suis quelqu'un de très investi. Il y a plein de choses que j'aurais pas pu faire ou j'aurais refusé. Et je pense que j'aurais été frustré parce que dans une vie, ce que j'ai vécu, on te le propose pas 50 fois, tu vois. Et un resto, si tu veux, je me suis dit, je suis chef de cuisine, je peux l'ouvrir même dans 10 ans si je veux, c'est pas un problème. Quand on voit Pierre Gagnère, qui est un monstre dans le domaine, qui a réussi à partir de 50 ans, il y a de la marge, tu vois.
espérant que la vie me permette d'aller loin, tu vois. Et voilà, je me suis dit, là, c'est le moment. Il y a aussi une question d'opportunité, d'endroit. C'est un peu comme les planètes, il faut qu'elles soient toutes alignées pour que tu arrives au bon moment. Tu as quand même des hausses en termes de tarifs produits, tu as quand même des hausses au niveau de l'énergie, tu as quand même le personnel en France qui a un gros problème dans tous les domaines, tu as quand même des gros événements en France qui vont nous poser problème ou pas. En tout cas, en termes de logistique et de stationnement et de ce que tu veux, ça va être gênant. Il y a des manifs à gogo. Moi, j'étais au drugstore avant sur les champs, je peux te dire que j'ai vécu. Ah ouais, c'est PSG, Algérie, Gilets jaunes, etc. Dès qu'il y en a qui sont pas contents, on ferme le resto, quoi. Donc tu te dis, alors je suis bien content que c'est pas mon compte en banque, parce que sinon. Donc il y a tout ça, en fait, les gens s'en rendent pas compte. Et puis comme tu dis, c'est pas une fin en soi, c'est pas parce que j'ai gagné Top Chef que je suis obligé d'ouvrir mon resto, que je suis obligé d'avoir une étoile. Et je contribue en tout cas au monde culinaire parce que je fais plein de trucs. Et voilà, et comme je dis, j'ai rien à prouver, je parle dans mon domaine à qui que ce soit. Est-ce que toi, tu as besoin de te prouver quelque chose ? À moi, évidemment. Tu sais ce que c'est ? À moi et aux gens qui me font confiance. Qu'est-ce que tu veux prouver ? La réussite. Aussi simple que ça. Quand est-ce que tu te diras que tu as atteint la réussite ? J'ai déjà atteint le palier important d'un jeune chef. C'est-à-dire que pour moi, je considère que ma carrière commence. Elle n'est pas acquise, elle commence. Il y en a qui sont jamais rassasiés, tu vois. Moi, je suis pas comme ça. J'aimerais bien, tu vois, avoir idéalement trois types de restauration. 3 restaurants de 3 types de restauration différentes, genre une belle brasserie, un street food, pourquoi pas un gastro, et peut-être un restaurant de plage, tu vois, ou à l'étranger. J'aimerais bien avoir une émission de télé. Quand même, c'est quelque chose quand même que j'ai beaucoup aimé. Ces échanges et ce jeu un peu sympa. Si j'ai ça, déjà, je suis très content. Mais tu sais, moi, ma réussite, c'est d'être la fierté de mes parents et d'avoir construit une famille. Après, tout le reste, c'est du plus. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as gagné Top Chef ? Sur le moment, je m'en suis pas rendu compte. Je me suis dit... quand on dit ton fake, nom... Ouais, tu sais, en plus, tu tires le couteau plus 6 mois plus tard. Et tu sais vraiment pas pendant ces 6 mois ? Non, pour le coup, non. Tu sais que tu été en finale, on a fait la finale. Comment ça, juste ces 6 mois-là, il se passe... J'imagine que tu dois quand même avoir énormément de questionnements, de doutes. Comment tu fais pour vivre, ne sachant pas si tu vas gagner l'émission culinaire la plus regardée de France ? En fait, tu dis que dans tous les cas, tu as gagné à partir du moment où tu arrives en finale. Vraiment. Surtout pour un mec comme moi, qui vient pas d'une famille aisée, qui s'est battu pour réussir, qui a été éjecté de droite à gauche, soit à l'école, soit dans le boulot, etc. Tu te dis en vrai, mais d'être en finale, c'est déjà... c'est comme j'ai dit quand je suis face à Léne Darroze en pleurant. Tu te dis en vrai, mais pour moi, c'est une victoire d'être là en vrai. Donc, quel qu'il soit. Puis en plus, dans notre saison, on s'appréciait quand même pas mal et c'était pas du fake. Donc, dans tous les cas, à partir du moment où tu es en face d'une personne que tu apprécies, tu te dis, bon, en vrai. T'es contente pour elle. T'as le côté pécunier, évidemment, qui t'intéresse, mais tu te dis, dans tous les cas, j'ai gagné parce que je suis arrivé en finale. Donc, si les gens ils me kiffent et ils ont vu mon boulot, ma carrière, elle est lancée. Et j'avais commencé à le voir parce que la diffusion avait commencé. Je dis, en vrai, peu importe le résultat. Par le chèque qui est à la fin, j'ai réussi, quoi. Donc, Mais quand tu tires le couteau et que tu vois que c'est toi, là, tu ressens quoi ? Mais comme j'ai dit dans d'autres interviews, je le pose. Je vais voir le directeur du programme et je lui demande est-ce que vous m'avez fait gagner ou est-ce que j'ai gagné ? Ah ouais. Ah, le gros syndrome de l'imposteur. Un peu, ouais. En fait, c'était tellement fort et beau pour être vrai. J'avais tous mes proches derrière moi, les candidats qui avaient participé à la finale avec moi, etc. C'est la fin aussi d'une aventure. Donc d'un côté, t'as aussi pas envie, tu vois, mais c'est la fin d'une aventure. Et je lui dis, mais est-ce que c'est vrai tout ça ? Ou est-ce que... Il me dit, mais t'es con ou quoi ? Il y a des avocats, il y a des juristes, il y a je sais pas quoi. Il me dit, t'es un malade, mec. Il me dit, t'es au courant de ce que t'as mis dans les assiettes quand même ? Je dis, bah oui. Et pour te dire, même Sarah, elle m'avait dit, franchement, Momo, je pense que c'est toi qui as gagné. Je dis, écoute, vas-y, laisse faire le truc, on verra. Donc tu penses un peu, mais tu te dis, bon... C'est jamais fait, quoi. Ils m'ont dit, mais tout ce que t'as fait, c'est toi qui l'as fait et t'es arrivé là tout seul. Hein, donc tu peux que être fier. Donc j'ai mis du temps à m'en rendre compte. J'étais descendu pour un tournage avec le chef Philippe Etchebest et je remontais pour aller sur Quotidien avec Léne Darroze. Et donc le lendemain de la diffusion de la victoire, mon téléphone... Et donc je remonte dans le train, tu sais, t'as les vitres avec... les arbres et tout ce côté un peu mélancolique, tout, je lis les trucs, j'ai chialé, mais alors, comme une madeleine, quoi. Ça sortait de partout, le nez, tout. Les gens, je me suis dit, il faut que j'arrête, les gens, un fou. Des personnalités, des grands chefs, des professeurs, des amis d'enfance, des proches, des gens qui me connaissent pas, que des messages d'amour, de paix, de félicitations, de réussite et tout, mais je me suis dit, waouh. Et c'est là où j'ai pris une grosse baffe et que j'ai compris ce qui m'arrivait, en fait. Et j'étais très, très, très content. Je pense que dans ma vie, il n'y aura jamais autre chose qui pourra m'apporter autant d'émotions positives. Hein. Franchement, c'était très, très fort. Écoute, j'ai envie de te faire le petit questionnaire de Proust. Là, le but, c'est que tu répondes de la manière la plus spontanée possible. Okay, donc sans trop réfléchir. Okay.
Un plat qui te rappelle ton enfance. Le couscous. Tu cuisines quoi pour un date? Des beignets de gambas. L'aliment que tu détestes. La cannelle. Un plat qui est sous-coté. La paella. Une adresse food incontournable pour toi. Vous allez le savoir prochainement. Ok, Voilà. très bien. Un pays où tu rêves d'aller manger. J'en ai fait beaucoup des pays. Hein. Allez, je dirais le Danemark parce que j'ai pas été encore. Le chef le plus impressionnant que tu as rencontré sur Top Chef. Pierre Gagnère. Ton épreuve préférée de Top Chef. La guerre des restos. Si tu ne cuisinais pas, qu'est-ce que tu ferais? Je serais au RAID ou au GIGN. La BO de ta cuisine. La BO qui correspond le plus à ma cuisine, je te dirais Relation de Sèche. Et enfin, ton style de cuisine en 3 mots. Méditerranéen, ensoleillé et gourmand. J'adore. Vous connaissez peut-être déjà maintenant ce qui attend Mohamed. En fait, je me rends compte que là, les candidats qu'on va recevoir ont à peu près mon âge. Voilà, on a grandi à peu près dans la même période. Et j'ai une grande nostalgie, moi, de mes mets d'enfance. Et donc, du coup, on a sélectionné un peu voilà, des snacks, des aliments qui rappellent les années 90-2000. Ok. Donc, on va te bander les yeux et tu vas devoir, en 1 minute, Ouais. deviner ce que c'est. Donc toi, en l'occurrence, normalement, ce que je dis aux candidats, c'est que tu aies gagné Top Chef ou non, tu as la possibilité de gagner cette épreuve sur InPower. Ok. Tu vas gagner Top Chef, mais est-ce que tu vas gagner cette épreuve sur InPower? Donc, Nous allons le savoir tout de suite. T'es prêt? Absolument. Comme quand même t'es un gagnant de Top Chef, c'est vrai qu'on t'en a mis un peu dur. Je pense que là, visuellement, les gens qui nous regardent ne reconnaissent pas. Ok, 3, 2, 1, je te le donne. Vas-y, c'est parti. Je sais ce que c'est, mais je sais pas comment ça s'appelle. C'est un truc à la figue. Oui, ok. C'est lu, Ouais, mais je sais pas comment ça s'appelle. mais tu peux trouver parce que tu l'as en fait là. T'as dit les 2 mots qui constituent le... Impossible de trouver. Mais c'est la boîte rouge, comme ça, longue. Ouais, Avec la barquette, ouais. C'est figolu. T'as jamais mangé toi de figolu enfant? J'ai en mangé, mais ça devait genre être un pote qui a. Ouais, qu'il a ramené, Ça tu as devait être un chouré parent d'un le... pote qui a dû en ouais. ramener, mais. C'était quoi ton goûter genre signature? Oh, moi, c'était Kinder déjà, la base. Ah ouais, la base. Soit Country, Lequel? soit Bueno. Ah ouais, ok. Un des deux. Ouais. Petite brique de lait Candy-Up à la fraise. Ça, c'est revenu quand j'ai mis une story en demandant aux gens c'est quoi vos snacks d'enfance. Il y a eu beaucoup de candy up fraises. Incroyable. Tu faisais pas un truc que j'adorais, c'était petit pain au lait avec carré de chocolat à l'intérieur. Ah non, plutôt Ou- Nutella. Ah ouais, aussi c'est Ouais. vrai. Ou alors pain de mie, beurre et Nesquik. Ah non. Ah mais trop bon. Mais tu sais que ça, je me le fais encore, Je genre. te voyais bien jusqu'ici. Hein, mais... Mais J'ai cru que pourquoi? t'allais me dire pain de mie, mayonnaise, jambon de dinde et mental. Ouais, pas mal aussi. Écoute Mohamed, c'était hyper chouette de te recevoir. Merci beaucoup. J'ai hâte Passe d'aller un bon découvrir moment. ton resto. Pour les personnes qui désormais souhaitent en savoir plus sur toi, souhaitent te suivre, où est-ce que tu veux qu'on les redirige? Alors, Instagram, Ouais. avec grand plaisir. Et après, j'ai plein d'actualités qui arrivent. J'ai un nouveau livre de recettes qui arrive. Trop bien. J'en suivais sur Insta avec des belles Ouais. recettes et plein d'autres projets en cours. Ok, je mettrai tout ça dans les notes. Et bien j'espère à très vite. Ben, merci beaucoup.